Au large du Guatemala, un vieux navire de l'US Navy va croiser la route la plus discrète et la plus rentable des cartels. Un narco-sous-marin chargé de plusieurs tonnes de cocaïne. Comment cette frégate presque en fin de carrière est-elle devenue le cauchemar flottant des trafiquants? Dans le vaste souffle du Pacifique oriental, là où l'eau se dilate en horizon sans contour et où le ciel se fond dans la mer comme un serment ancien, une ligne invisible traverse les flots. Elle vient de la Colombie profonde, remonte vers le Mexique, se brise enfin contre les rivages insatiables des États-Unis. Cette ligne n'est ni route commerciale, ni piste tracée sur les cartes officielles. C'est un couloir d'ombre, un couloir de poudre blanche. Au large des côtes du Guatemala, ce couloir se resserre. Là, l'océan se plie au destin de l'isthme centra-américain, ce pont de terre étroit qui lie deux continents et porte, depuis des décennies, le poids des trafics. La cocaïne quitte la jungle andine, glisse sur des pistes clandestines, s'entasse dans des caches brûlantes, puis gagne les mers. Elle file vers le nord, change de main, change de pavillon, mais pas de nature. Dans l'obscurité des rapports de l'Office of National Drug Control Policy, dans les pages sèches des International Narcotics Control Strategy Reports, cette route se dessine en chiffres, en pourcentage, en tonnage. Mais sur l'eau, elle prend cher. Elle devient sillage, fumée de diesel, regard d'homme qui guette l'horizon. Au cœur de ce théâtre liquide, un nom s'impose, silencieux et pesant. Joint Interagency Task Force South, JIATFS, une forteresse de verre et de câbles posée à Key West, Floride. Là, dans la chaleur moite des tropiques, des écrans veillent. Des opérateurs croisent les données de satellites, d'avions de patrouille, de navires dispersés du bassin Caraïbe aux confins du Pacifique oriental. Là, des voix neutres, des acronymes froids, donnent naissance à des décisions qui, plus loin, feront hurler des moteurs et claquer des ordres. Le Pacifique oriental est leur aire de chasse. La zone au large du Guatemala, leur carrefour stratégique. Depuis des années, les rapports s'accumulent. Les experts de l'US Coast Guard, les analystes de l'ONUDC tracent la même conclusion. La mer de l'Est colombien vers le nord devient la grande artère de la cocaïne. La route atlantique compte encore, mais c'est ici, sur ce flanc pacifique noyé de brume, que se joue la partie maîtresse. Des tonnes de poudre, chaque année, glissent entre les mailles. Et déjà, un mot nouveau pèse sur les lèvres des officiers, semi-submersible. Au début des années 2000, dans les salles de briefing du US Southern Command, une silhouette apparaît sur les écrans. Une coque basse, une forme presque plate. Pas un navire, pas un avion, pas un simple radeau. Un objet de transition entre l'air et l'eau. Les documents le nomment Self-Propelled Semi-Submersible, SPSS. Les premiers rapports semblent vagues. Un bruit, une rumeur venue de Colombie. Puis les preuves s'accumulent. Photos furtives, interceptions partielles, coques calcinées dans les mangroves. Les cartels colombiens inventent un nouveau monstre. Dans les estuaires isolés de la côte pacifique colombienne, les mangroves dressent leurs racines comme des mains noueuses. Au-dessus, les feuilles étouffent la lumière. En dessous, la vase garde les secrets. C'est là que naissent les narcos sous-marins. Des chantiers clandestins se cachent dans les méandres de boue, protégés par la jungle, par le silence des villages voisins, par la peur. De la fibre de verre arrive sur des pirogues. Des moteurs diesel de seconde main, récupérés, modifiés, patientent sous des bâches huileuses. Des ouvriers anonymes, payés comptant, courbent l'échine. Ils découpent, poncent, rivent, collent. Peu à peu, une forme allongée prend vie. La coque est fine, presque fragile. Le profil si bas que, vu de loin, elle se confond avec la houle.
La cabine dépasse à peine, comme une bosse timide sur la surface. Une silhouette prévue pour se cacher, non pour affronter. Le radar des patrouilleurs l'aperçoit mal. La mer la protège. À l'intérieur, un espace étroit, suffisant pour 3 ou 4 hommes. Un moteur diesel rugit à bas régime. Des réservoirs de carburant, greffés partout où un centimètre existe, prolongent la distance possible. Et surtout, au centre, la charge. Plusieurs tonnes de cocaïne, empaquetées en ballots, serrées comme des briques dans un mur sans fenêtre. Au fil des années, les saisies colombiennes confirment ce que craignaient déjà les marins. Les communiqués de l'Armada nationale de Colombia exhibent des coques peintes en bleu, en vert, camouflées. On les trouve à moitié enfouies dans la vase, abandonnées en pleine construction ou prêtes à prendre la mer. Les chiffres remontent vers Washington. Entre 2006 et 2009, les détecter devient obsession. Les détruire, une course contre le temps. Aux États-Unis, la US Coast Guard compile les données. Plusieurs dizaines de SPSS détectés ou neutralisés chaque année, à partir de 2007-2008. Mais chaque interception cache une question. Combien passe entre les mailles? Dans les salles d'audition du Congrès, les voix des officiers s'élèvent. Ils décrivent des embarcations presque invisibles, capables de transporter d'un seul voyage des quantités qui, autrefois, auraient exigé une flottille entière de petits bateaux. Ils parlent de nuit, de pluie, d'écrans vides, de radars muets, alors que la cargaison glisse à quelques milles seulement. Les rapports du Government Accountability Office répètent la même plainte. La détection est un défi, presque une énigme. Les SPSS s'abaissent, se camouflent, se taisent. Pourtant, ils portent des fortunes. La réponse américaine cherche sa forme. Southcom coordonne, rassemble, aligne. La Navy, la Coast Guard, la DEA, la CBP, d'autres encore, apprennent à se parler à voix basse. Les accords bilatéraux se multiplient avec la Colombie, le Guatemala, le Mexique, les États d'Amérique centrale. Les INCSR listent les signatures et les clauses. Autorisation de poursuite, échange de renseignements, patrouille conjointe. Sur les flots, ces mots prennent la forme de navires aux pavillons différents, mais aux antennes tournées dans la même direction. Au centre de ce réseau, JATFS devient le cœur battant. Dans ces salles aux lumières froides, la fusion du renseignement se fait sans répit. Les satellites observent les côtes, les P-3 Orion tracent des arcs lents au-dessus de la mer, les hélicoptères embarqués scrutent les ombres, les bâtiments de surface croisent sur des routes discrètes. Chaque radio, chaque radar, chaque patrouilleur renvoie des fragments de réalité. Les analystes les rassemblent, les pèsent, les confrontent. Lorsque la menace est un SPSS, le temps d'hésitation se réduit. L'ennemi ne se montre que par éclat. Mais une autre faiblesse ronge la lutte, plus sournoise que l'ombre des coques. Elle ne vient ni du ciel, ni de la mer. Elle vient du droit. En haute mer, quand un SPSS est repéré, le jeu est connu. Au loin, le navire militaire approche. Les canons sont visibles, les silhouettes armées aussi. Alors, les trafiquants agissent. Ils ouvrent les valves. Ils percent la coque. Ils jettent à la mer leur cargaison. Le SPSS s'enfonce lentement, puis disparaît. Quand les gardes-côtes arrivent, il ne reste qu'une mer indifférente et quelques hommes épuisés, trempés, juchés sur un canot de survie. Sans preuve matérielle, les poursuites se dissolvent. Le vide juridique devient refuge. À Washington, la colère prend forme de loi. En 2008, le Congrès forge un nouvel instrument, le Drug Trafficking Vessel Interdiction Act. Par cette loi, signée par le président George W. Bush, les « Vessels Without Nationality » deviennent eux-mêmes l'objet du délit. Utiliser un SPSS pour transporter de la drogue devient crime, même si la poudre disparaît avant la saisie. La mer, jusque-là complice,
perd un peu de son anonymat protecteur. Le DTVIA étend ses filets au-delà des côtes américaines, vers la haute mer, là où aucun pavillon ne flotte, là où les narcos sous-marins croient encore pouvoir jouer aux fantômes. Dans les débats du Congrès, les mots sont clairs. Combler le vide. Briser la manœuvre du sabordage. Rendre justiciables ceux qui, jusqu'ici, se glissent entre les lignes. Le caractère extraterritorial est assumé, revendiqué. Peu importe l'absence de nationalité du navire. Peu importe l'horizon sans terre. Si l'intention de trafic est prouvée, la loi s'abattra. Les analyses du Congressional Research Service le confirment. Désormais, la simple existence du SPSS, son emploi dans ce théâtre obscur, suffisent à déclencher la machine judiciaire américaine. Très loin de là, dans le ressac du Pacifique, un vieux navire poursuit sa route. L'USS McInerney, frégate de classe Oliver Hazard Perry, fend l'eau depuis 1979. Sa coque a déjà traversé la guerre froide, les déploiements atlantiques, les exercices multiples. Désormais, elle sert Southcom. Sa mission n'est plus d'affronter une armada ennemie, mais de traquer des silhouettes furtives, des cargos suspects, des go-fast nerveux, et ces nouveaux monstres à demi enfouis dans la mer. À son bord, l'équipage s'est habitué à ce rôle de chasseur silencieux. La frégate embarque un détachement de la US Coast Guard, un LEDET. Des hommes en uniforme différents, mais intégrés à la vie du bord. Ce sont eux qui portent la compétence juridique de l'arraisonnement, eux qui montent à bord des navires suspects, qui prononcent les mots qui scellent une saisie, qui lisent les droits à des hommes transis sous le soleil. Sur le pont arrière, un hélicoptère SH-60B Seahawk attend, silhouette tendue, pâles immobiles pour l'instant. Sa tâche, voir plus loin que les yeux du navire, courir plus vite que la mer. Nous sommes en 2009. Les années précédentes ont forgé une certitude. Les SPSS ne sont plus une curiosité, mais une menace majeure. Les communiqués de la US Coast Guard se densifient. Les avertissements de Southcom se font plus pressants. Dans les couloirs de la JATFS, une tension nouvelle se lit sur les visages. Une part significative de la cocaïne qui remonte par le Pacifique oriental emprunte désormais ses coques semi-enterrées. Les chiffres officiels le disent. Les marins, eux, le sentent dans leur nuit d'insomnie. La pression vient d'en haut. Prouver que le DTVIA n'est pas un texte inerte. Montrer que les nouveaux capteurs, les nouveaux schémas de coopération font la différence. Au large du Guatemala, l'USS McInerney prend place dans cette stratégie de surveillance renforcée. Ce n'est pas un hasard, ni un errant. Sa présence répond à un plan, à une rotation décidée par Southcom et la JATFS. Pour l'équipage, c'est un déploiement de plus. Pour le destin, c'est un rendez-vous. Fin septembre 2009. Le Pacifique oriental respire lourdement sous un ciel bas. La côte guatémaltèque n'est qu'un trait gris lointain, presque mythique. Sur l'USS McInerney, les écrans veillent. Dans les couloirs de la JATFS, loin au nord, des opérateurs suivent le balai de dizaines d'icônes. Au-dessus de la frégate, le Seahawk s'arrache au pont, ses pales fouettent l'air, son rotor gronde. Dans le cockpit, les pilotes scrutent le tapis mouvant de l'océan. Les capteurs balaient. Les caméras cherchent des anomalies, un sillage trop discret, une forme qui ne ressemble ni à un pêcheur, ni à un cargo. Les sources officielles parleront plus tard d'une détection par moyens aériens associée à l'USS McInerney. Ce jour-là, dans le vacarme maîtrisé de la cabine, un opérateur repère un détail. Là, une trace mince, presque timide, tranche la surface. Pas de superstructure visible. Pas de mât. À peine une excroissance. Le Seahawk descend un peu, prend un angle. La forme se précise. Une coque basse, peinte pour disparaître. Une cabine modeste. L'eau lèche presque le pont. Les capteurs confirment la faible signature radar. Pour ceux qui savent, le verdict est net. SPSS. L'information file,
rapide, vers le navire. Puis de là, par les liaisons sécurisées, vers Key West. JIATF-S écoute, questionne, compare. Les coordonnées correspondent à un couloir déjà cartographié comme route probable des semi-submersibles. La distance à la côte, le cap supposé, tout pointe vers un trajet de Colombie vers l'Amérique centrale. Le doute fond. À bord de l'USS McInerney, l'atmosphère se densifie. Les officiers de pont se penchent sur les écrans de navigation. La frégate ajuste sa route. Pas trop vite, pas trop près. L'objectif est clair, surveiller sans faire fuir. Sur le canal sécurisé, la voix du Seahawk décrit la scène. Le SPSS avance, lentement, obstinément. Il semble ignorer qu'on le regarde déjà de haut. Commence alors une chasse sans aboiement. Le Seahawk reste à distance, joue avec les angles, se tient juste hors de portée visuelle directe. Le navire, lui, corrige son cap, module sa vitesse pour se placer sur une trajectoire d'interception. À Key West, les opérateurs de JIATF-S tracent des vecteurs, évaluent le temps, calculent les marges. Chaque minute compte. Trop tôt, et l'équipage du SPSS peut s'aborder la coque, disparaître. Trop tard, et il se glissera vers les eaux plus complexes, où d'autres navires, d'autres enjeux, rendront l'interception plus délicate. Les ondes bouillonnent, mais restent invisibles. Entre l'USS McInerney, le Seahawk et le centre de commandement, les communications sécurisées égrènent des coordonnées, des codes, des références aux règles d'engagement. Les voix sont calmes, presque monotones. Pourtant, sous ces mots, une tension sourde. La décision se prépare. Sur le pont de l'USS McInerney, les hommes du LEDET se préparent. Combinaisons, gilets, armes. Les RHIB, ces canaux rapides à coque rigide, frémissent déjà contre le flanc du navire, retenus par leur bossoir. Le Seahawk, là-haut, resserre son cercle, prêt à marquer la cible, à la désigner comme une flèche lumineuse sur le théâtre d'acier et d'eau. La frégate s'approche. Les vagues claquent contre sa coque. À bord du SPSS, quelques silhouettes aperçoivent peut-être, enfin, un point grandir à l'horizon. Le bruit sourd des turbines du navire militaire se mêle au souffle lourd du moteur diesel du semi-submersible. Le temps se contracte. Les RHIB sont mis à l'eau. Ils plongent, touchent la surface, bondissent. À leur bord, les membres du LEDET se cramponnent aux poignets, leurs yeux fixés sur la cible à peine visible. Les ordres sont clairs, interception, communication selon les protocoles internationaux, contrôle sans déchaîner la violence. Le DTVIA, invisible mais présent, plane au-dessus d'eux comme une lame légale. Les canaux foncent. Au plus près, les procédures prennent le relais des pulsations. Appel radio. Signaux sonores, répétés, insistants. Ordre d'arrêt, lancé dans la langue internationale de la mer. Le SPSS hésite. Les hommes à bord voient désormais nettement les silhouettes armées, les uniformes, les casques. Ils savent ce que signifie la présence combinée d'un grand navire, d'un hélicoptère, de ces canaux aux armoiries américaines. Dans d'autres histoires, dans d'autres mers, des coups de feu claquent. Ici, ce jour-là, la légende prend un autre chemin. L'équipage du semi-submersible cède. Le SPSS s'arrête, soumis, comme une bête prise au piège. Aucun récit officiel ne parle d'échange de tirs. Pas de fusillade, pas de corps flottants. Juste la reddition, sèche, nue. Les hommes du LEDET abordent. Ils grimpent, rapides, sur la coque basse, trouvent un appui, se hissent sur ce pont étroit que la mer lèche d'un geste possessif. Les armes balayent l'espace, les ordres fusent. À l'intérieur, 3 ou 4 hommes, le visage fatigué, les vêtements humides, lèvent les mains. Le SPSS est pris. La sécurisation suit la routine, mais ce jour-là, chaque geste pèse plus lourd. Fouille méthodique,
contrôle de la salle des machines, inspection des accès. Ensuite, vient la découverte que tous attendent. Là, dans les entrailles de fibres de verre, dans le ventre étroit de cette coque, des ballots s'empilent. Emballage serré, marqué, standardisé selon les codes impitoyables des cartels. La cocaïne est là. Multitons, comme le diront sobrement les communiqués. Assez pour inonder des villes entières, pour nourrir des guerres de rue lointaines. Les caméras se déclenchent. Photos, vidéos. Les équipes de l'USS McInerney documentent tout. Chaque paquet, chaque recoin, chaque visage. Ces images, plus tard, jailliront sur les sites officiels, dans les colonnes de la presse, comme preuve, comme symbole, comme trophée. Sur le pont de la frégate, les membres d'équipage du SPSS montent un à un. Menottés, entourés de gardes. Ils parlent une langue d'Amérique latine, portent au trait l'empreinte d'un continent de pauvreté et de violence. Leurs noms, leur nationalité précise, viendront plus tard, éventrés dans les communiqués du Department of Justice. Pour l'instant, ce sont des silhouettes capturées par la mer. La décision est prise de les transférer, eux et la cargaison, vers un port sous juridiction américaine ou partenaire. Le DTVIA veille. Plus de sabordage possible. Plus d'effacement des preuves. Le SPSS, cette fois, n'est pas englouti dans le silence. Il est saisi comme un navire ennemi, comme une arme. Quelques heures plus tard, l'annonce se propage. La US Navy, la US Coast Guard et peut-être déjà le Department of Justice publient des mots neutres, des chiffres précis, des coordonnées approximatives. L'USS McInerney, au large du Guatemala, a intercepté un SPSS chargé de cocaïne. L'équipage est capturé. La cargaison est saisie. Une opération majeure, disent-ils. Une première complète, murmurent d'autres. Au fil des jours, l'écho grandit. Les responsables américains soulignent le caractère emblématique de cette interception de 2009. Embarcation, cargaison, équipage, le triptyque est intact. Dans les sphères de Southcom, on insiste sur la mécanique parfaitement huilée. Moyens aériens, renseignements interagences, capacité d'arraisonnement de la Coast Guard embarquée sur un bâtiment de la Navy. Le modèle, tant recherché, prend cher. Dans les analyses, un autre mot revient, discret mais central. DTVIA. La loi nouvelle, encore jeune, trouve là un terrain d'application idéal. Plus besoin de se lamenter sur une cargaison disparue aux fonds obscurs. La simple présence de ce « vessel without nationality », son emploi dans ce corridor tristement célèbre, suffisent désormais à bâtir le dossier. Les experts juridiques, les responsables de la Coast Guard, y voient la confirmation que le droit peut, parfois, rattraper la ruse des cartels. À bord de l'USS McInerney, l'effervescence retombe peu à peu. Reste le bilan. Les chiffres de la cocaïne saisie, convertis en valeur de rue, donnent le vertige. Des dizaines, peut-être des centaines de millions de dollars de marchandises. Une équipe de trafiquants désormais aux mains de la justice. Le retour vers un port désigné devient procession. À chaque mille parcouru, la valeur symbolique de la saisie grandit. À quai, la scène est répétée 1000 fois dans les dossiers officiels. Les prisonniers sont remis aux autorités, les ballots de cocaïne déchargés, pesés, catalogués, enfermés sous scellés. Les communiqués soulignent la performance du navire, de son équipage, du Lodette. L'USS McInerney brille dans les récits internes comme un exemple à suivre. Sur le sol américain, une autre bataille s'ouvre. Dans une juridiction fédérale, les procédures s'enclenchent contre les membres d'équipage du SPSS. Le DTVIA est brandi aux côtés d'autres lois sur le trafic de stupéfiants.
Les communiqués du Department of Justice détaillent, lorsque l'heure vient, les chefs d'accusation, les peines encourues. Plus tard, des condamnations tomberont. Des années de prison, longues, implacables, viendront sceller le destin de ces hommes pris sur la mer. Dans les rapports du Congressional Research Service, cette affaire est citée comme un cas d'école. Une première application significative du nouveau cadre juridique à un SPSS intercepté en haute mer. Une victoire, disent certains. Un message, corrigent d'autres. Les narcos sous-marins ne sont plus seulement une rumeur insaisissable. Pour les forces engagées, l'opération devient matériau. Dans les After-Action Reports de la Navy, de la Coast Guard, de la GATFS, chaque choix est revisité. La détection initiale par le Seahawk, la discrétion maintenue jusqu'au moment choisi, la coordination serrée avec Key West, l'arraisonnement sans tir. Les leçons se fixent, se transforment en doctrine. Déjà, on pense aux prochaines coques à venir, aux futures nuits où une simple trace sur l'eau décidera de tout. La stratégie se consolide. Renseignements interagences, moyens aériens, navires de surface, les dettes embarquées. Le schéma de 2009 devient modèle à reproduire. Dans les années suivantes, les discours de la US Coast Guard, de Southcom, reviennent souvent sur cet exemple. Devant le Congrès, dans des conférences, la saisie de 2009 est évoquée comme preuve que la lutte contre les SPSS peut porter ses fruits. Et pourtant, dans le Pacifique oriental, la mer ne cède pas. Les chiffres annuels de l'US Coast Guard, de l'ONUDC, montrent une augmentation continue des détections et des interceptions après 2009. Mais ils laissent aussi deviner, en creux, l'ombre de ce qui passe. Les cartels apprennent, eux aussi. Ils investissent plus. Ils perfectionnent leur coque. Le mot « narco-submarine » prend un autre sens lorsque certains engins deviennent, peu à peu, totalement submersibles. Pour l'USS McInerney, ce chapitre de gloire arrive tard. En 2009, la frégate est déjà l'une des plus anciennes de sa classe. Ses taux l'ont vécu, ses systèmes ont été renouvelés, adaptés. On aurait pu la réserver à des rôles secondaires. Au contraire, elle prouve que même un navire d'une autre époque peut inscrire son nom dans les batailles modernes, celles où l'ennemi n'arbore pas de drapeau, mais une cargaison. Bientôt, l'histoire officielle le dira. L'USS McInerney quittera le service actif. Désarmée, transférée à la marine du Bangladesh, elle poursuivra une autre vie sous un autre pavillon. Mais dans les archives de l'US Navy, dans la mémoire de ses équipages, l'opération de 2009 reste l'un des derniers éclats de sa carrière américaine. Une ultime chasse réussie, avant le silence d'un autre horizon. Les experts, les universitaires, les auteurs de rapports sur la sécurité maritime s'emparent du cas. Ils dissèquent la traque, la saisie, l'application du DTVIA. Ils y voient les défis techniques des SPSS, furtivité, endurance, volume. Ils y voient aussi les défis juridiques, compétences extraterritoriales, preuve de l'intention, coopération internationale. L'interception de 2009 devient étude de cas, citée dans les colloques, dans les articles spécialisés, dans les manuels de formation. Dans les couloirs de Southcom, la leçon est claire. La mer reste un champ de bataille mouvant. L'affaire de l'USS McInerney justifie la poursuite des investissements. Davantage de capteurs, davantage de moyens aériens, d'avions de patrouille, d'hélicoptères embarqués, davantage de liens tissés avec les marines régionales pour serrer le filet autour de ces convois sans pavillon. Les responsables le répètent, année après année. Les SPSS et leurs héritiers submersibles restent une priorité. Ainsi, dans la grande chronologie de la lutte contre les narcos sous-marins, l'opération de 2009 s'inscrit comme un jalon. Avant, les SPSS grandissent dans l'ombre, profitent des silences du droit, défient les radars par leur humilité. Après, ils restent nombreux, plus sophistiqués parfois,
Mais ils savent que la mer n'est plus tout à fait leur allié. La loi a franchi les vagues. Les yeux qui scrutent le Pacifique oriental, du Guatemala jusqu'aux cartes de Key West, ne clignent plus.